Bonjour à tous. L'actualité ces 7 derniers jours est marquée au Bénin par le vote de la loi des finances pour le compte de 2024 avec une polémique entre les acteurs et surtout autour de l'attitude des députés de l'opposition. En effet, les démocrates se sont abstenus, estimant que le contexte n'a pas varié. Pour faire de la conciliation publique avec Patrice Talon, nous allons en parler sur votre émission pour le compte de ce numéro. Notre invité permanent, Anissé Carlos Oké, analyste politique, est avec nous. Bonjour Anissé Carlos Oké. Bonjour. Merci d'être toujours au rendez-vous et en dehors du vote du budget général de l'État exercice 2024. Nous aurons évoqué le sujet des élections générales de 2026 et du comportement des partis politiques actuellement. Ils sont si taiseux sur le sujet qu'on penserait qu'ils ne sont même pas concernés et intéressés par l'affaire. En attendant, les groupes de jeunes et autres associations d'opportunistes font monter déjà les enchères sur la place publique. On en parlera. Aussi, on parlera d'ailleurs des décisions du dernier sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dimanche dernier, c'est au sujet de la situation politique au Niger. Voilà donc les sujets ainsi présentés. Alors on va commencer par le tout premier et qui nous concerne d'ailleurs directement le vote du budget. Plus de 3300 milliards de francs CFA pour 2024 contre 3033 milliards en 2023. Un petit bond en tout cas en avance en termes donc de ressources à mobiliser, de dépenses à faire. On doit dire que c'est une avancée, monsieur Oké. Oui, c'est une avancée certainement. 3199 milliards. Oui. C'est une avancée en ce sens qu'il y a des postes qui ont été pourvus, beaucoup d'actions sociales, semble-t-il, au cours de l'année qui va suivre. Et ce qui est notable, c'est qu'il semblerait qu'il n'y ait pas eu plus d'impôts à payer, malgré que le montant ait grimpé de plus de 150 milliards. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi des prétentions un peu irréalistes quand on voit un peu le destin qu'a connu, en tout cas le budget de 2023 avec les réajustements qu'il fallait à cause d'un certain nombre de contingences, les frontières fermées par exemple du côté du Niger? Oui, ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et un budget est dans une logique par rapport à ce que l'État considère qu'il peut engrangé pendant cette période-là comme recette et par rapport aux engagements des partenaires qu'il a. Donc, un budget, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des prétentions, c'est des certitudes par rapport à des montants qu'on a déjà... Même si par la suite, la succession des jours peuvent nous montrer qu'il faut bien voter. Effectivement, et ça se passe dans tous les pays. Oui, et quand on examine justement le contexte, à la fois interne et externe, est-on en mesure d'y croire vraiment? Déjà même dans le contexte, au niveau du contexte interne, on voit déjà qu'on a commencé à penser un peu à 2026 et donc les esprits ne sont plus forcément à travailler. Dans le contexte régional, vous savez, les frontières sont toujours fermées côté Niger, même si au Nigeria on a commencé à sourire de ce côté-là. Est-ce que véritablement ces éléments réunis nous permettent de véritablement envisager avec sérénité 2024 avec autant d'ambition? Oui, pourquoi pas, parce que déjà, nous avons un président qui est à la tâche et qui ne se laisse pas forcément distraire par ce qui se passe à gauche et à droite. Nous avons un certain nombre de chantiers qui sont lancés dans le pays et qui sont visibles et qui nécessairement doivent être entretenus et continuer. Et je pense qu'à la fin, si nous avons un président ambitieux, si nous avons un gouvernement ambitieux, c'est mieux que d'avoir un gouvernement qui s'appuierait sur ces éléments-là pour dire qu'il revoit les prétentions à la baisse. Et de cette façon, c'est nous tous que ça touche. Nous tous qui avons intérêt à ce que le gouvernement soit dans un optimisme dans le genre que nous avons observé dans ce budget. Ah ben on connaît un peu, je dois dire, la pression fiscale qui a pesé sur les Béninois depuis 2016 où on est là. C'est une option du gouvernement. Ça n'a pas changé, en tout cas avec le budget qu'on a voté là en 2024, même si certaines langues pensent qu'on n'a pas augmenté. Mais déjà, ce qui existe est une pression. Oui, c'est une pression, c'est évident. Mais vous savez, nous avions déjà eu, nous avons été moulés dans une sorte d'éducation d'État-providence. Et nous sommes tous dans la mentalité des gens qui considèrent que l'État doit tout faire sans que nous ayons à apporter quoi que ce soit. Nous avons été éduqués comme ça, nous sommes un peu comme des enfants gâtés. Et ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous fait payer ce que nous devons normalement payer,
ça nous pose un problème. En réalité, les taxes que nous payons, ce n'est pas des inventions extraordinaires. Dans les pays où on lève des fonds pour construire la nation, ce sont les citoyens qui contribuent. Oui, mais ça il y avait déjà beaucoup d'impôts et de taxes qui étaient prévus et que les présidents qui se sont succédés n'ont jamais pensé véritablement... Parce que peut-être ils tenaient compte un peu du contexte socio-économique du Béninois, ils tenaient compte de la marge salariale du Béninois, lambda, ils tenaient compte de pas mal de paramètres qui amenaient à une considération sociale de la chose. La considération sociale ne peut bâtir une nation. Quelle que soit la considération sociale, elle ne peut conduire à bâtir une nation. Le socialisme scientifique a été notre voie de développement. Le socialisme, ça dit que nous partageons tout et tout le monde est au même niveau d'égalité. Nous avons essayé ça. Vous avez bien vu à quel niveau nous étions quand nous avons dû décider d'y renoncer. Donc, ce n'est pas en faisant de ce genre de socialisme, en distribuant de l'argent à tour de bras, en faisant en sorte que tout le monde puisse profiter des largesses de l'État. Ce n'est pas comme ça. Il faut que nous fassions l'effort de contribuer par nous-mêmes à la constitution de la cagnotte qui bâtit notre pays. C'est vrai que nous avons des possibilités de faire des prêts, c'est vrai que nous avons des partenaires qui nous viennent en aide, mais il faut que nous ayons ancré en nous le fait que c'est d'abord nous-mêmes qui devons construire notre pays. Oui, c'est là le paradoxe justement. On dit qu'il faut nous pressurer du côté des impôts, mais en même temps aussi on est tout le temps sur le marché international. C'est quoi finalement, on se dit on mobilise trop d'argent, non, pour le développement du Bénin. Moi, ça ne m'a jamais gêné que l'on mobilise trop d'argent. Ce qui me gênerait, c'est que l'argent mobilisé ne soit pas dépensé à bon escient. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que cet argent est dépensé comme il faut, puisque même ceux qui s'opposent à l'action du gouvernement ne viennent pas nous dire que l'argent ne sert pas à faire ce pourquoi il a été collecté. Oui, mais on sait que par le passé, vous aviez parlé par exemple du comportement des citoyens béninois qui n'aiment pas payer ces impôts. Est-ce que c'est vraiment de sa faute quand on voit un peu les scandales à la queue leu sur la place publique? On ne va pas mobiliser nos petits sous qu'on a dû suyer pour avoir, qu'on a dû se saigner pour avoir. On ne va pas nous les mobiliser pour aller se la couler douce ailleurs. Oui, il y a de ça. Il y a de ça quand on regarde le train de vie de l'État. Il y a de ça quand on regarde le train de vie des hommes politiques. Il y a de ça lorsque, autour de nous, certaines personnes qui n'ont pas forcément les mérites que nous avons ont des avantages extraordinaires, tout simplement parce que ces personnes-là sont dans l'arène politique. Alors, quand on regarde ça, effectivement, on est peiné d'avoir à dépenser, à prendre encore dans le peu qu'on a pour payer des impôts, parce qu'on se dit que c'est avec les impôts que tout cela s'engraisse. C'est normal. Et je dis, vous savez, le président Talon a beau être ce qu'il est, un bâtisseur, un ambitieux, un homme d'avenir, il y a une chose qui n'a pas été faite sous son régime. C'est la réduction du train de vie de l'État. Ah oui, vous pensez? On a créé beaucoup d'agences pour un peu alléger la tâche au ministère. Tous les salaires ont grimpé. Ah oui? Les avantages... Mais les employés de l'État se plaignent, ils disent le contraire de ce que vous dites. Est-ce que c'est les salaires de tout le monde qui a grimpé ou les salaires politiques, d'ailleurs qu'on ne connaît même pas sur la place publique? Je parle spécifiquement des salaires politiques et des avantages politiques. C'est disproportionné par rapport à la vie du citoyen ordinaire. Et ça fait débat, et il faudrait bien que nous en fassions un débat public et que nous nous concertions tous. Mais vous ne connaissez pas les montants. Comment vous savez que ça a grimpé et que c'est en déphasage par rapport au contexte social? Ce que les députés gagnaient il y a 10 ans, je le sais. Et je sais ce qu'ils gagnent aujourd'hui. C'est sans commune mesure. Ce que les membres des institutions de la République gagnaient il y a 10 ans, je sais. Ce qu'ils gagnent aujourd'hui, je le sais. Il n'y a aucune commune mesure. Oui, mais il y avait des faux frais ou de fausses missions menées qui leur permettaient de gagner beaucoup de sous entre-temps, qui ont été coupés aujourd'hui. Et quand vous écoutez les députés, ils se disent, ben dis donc, on est venu dans une galère plutôt que de venir un peu plus tôt. Donc finalement, on ferme le robinet d'un côté et puis on l'ouvre de l'autre pour rééquilibrer. Non, ce n'est pas tout à fait exact de dire ça. Non. En réalité, c'est vrai que beaucoup d'argent était volé, mais ce n'est pas une raison pour laquelle aujourd'hui on doit engraisser
plus que de raison certaines personnes pendant que d'autres triment sérieusement. Lorsque le président demande aux citoyens de serrer la ceinture, il doit faire de même pour les hommes politiques. Je vous vois très confiant hein, par rapport à ce budget, avec beaucoup d'espoir d'ailleurs. Mais est-ce que quelque part, il ne faut pas s'inquiéter aussi? On a voté seulement lundi dernier hein, la loi sur la loi de règlement, par exemple, de 2021. Ça veut dire qu'on ne sait pas jusque-là encore comment on a géré les budgets de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et dans quelles conditions a-t-on voté aussi d'ailleurs celui de 2021, par exemple, les précédents? Il faut s'inquiéter. Non, il ne faut pas véritablement s'inquiéter. Mais en réalité, ça va se faire. Juste que c'est un peu en retard. Et c'est comme je le disais sur ce plateau, quand c'est en retard, il n'y a plus rien à corriger. C'est consommé. N'est-ce pas? Mais j'ai observé quand même que depuis l'avènement de la rupture, les lois de règlement mettent peut-être 2 ans maximum à être liquidées, contrairement à ce que je vous avais dit sur ce plateau, où 5 budgets ont été contrôlés dans la même journée et liquidés. Alors quand c'est comme ça, ça devient une simple formalité comment on dit, de régularisation. Oui. Et ça pose problème parce que la loi de règlement doit permettre de contrôler le budget. Et ça m'amènera tout à l'heure certainement à vous dire que si les députés de l'opposition, les démocrates avaient été mieux inspirés, ils auraient donné les moyens au gouvernement. On va examiner tout cela d'abord tout à l'heure. Mais avant de l'évoquer, hein, parlons déjà, je dois dire, de la façon dont les budgets sont exécutés au Bénin, au-delà de la loi de règlement qui vient constater par ailleurs que tout est bien et qui finit bien. Est-ce que véritablement, quand on voit les réajustements, les corrections, les lois de correction, etc., qu'on envoie à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne manque pas un peu de maturité dans la conception et la tenue de nos budgets? Non, non. Je pense au contraire que nos budgets sont véritablement bien confectionnés et que, vous savez, nous avons des techniciens dans tous les domaines. Hein. Dans l'opposition, il y a des gens qui s'y connaissent parfaitement dans la lecture d'un budget national et qui peuvent vous dire tout de suite, ici, c'est pas bon. D'ailleurs, il y a eu tellement d'amendements qu'on se dit que ces gens-là ont été effectivement mis à l'œuvre et ont contribué à lire de fond en comble ce budget. Et s'ils n'ont rien trouvé à dire sur la forme, c'est que, sans aucun doute, ça a été bien fait. Allez, pourquoi tout le monde regarde bizarrement les députés de l'opposition, les démocrates? Ils ont le choix de voter oui ou non, non, à toute loi qui vient. Bon, il faut le dire. Ils ont voté contre, faut-il le souligner? Il faut le dire d'emblée, ils ont le droit de voter contre. Et pourquoi on les regarde bizarrement? On les regarde bizarrement parce que, dans le cas d'espèce, le fait de n'avoir pas voté ce budget recèle une sorte d'incohérence. Comment ça? Ça manque de logique et je crois que finalement, ce refus de voter manque de hauteur. Parce que les députés de l'opposition seraient à l'origine de plusieurs amendements, beaucoup d'amendements. Donc la bonne foi. Que le gouvernement n'était pas obligé de prendre en compte. Parce que la Constitution est claire, c'est le gouvernement qui a sa politique et qui a son programme. Donc l'opposition n'en impose pas au gouvernement. C'est pour ça que dans la loi, il est dit que si vous devez faire des amendements, il faut dire où est-ce que le gouvernement trouve de l'argent pour faire les choses telles que vous le souhaitez. Parce que ce n'est pas facile quand on n'est pas dans l'action. Il faut une logique et une cohérence aussi entre les prévisions d'entrée et les prévisions de sortie. Et ça peut clocher à quelques niveaux, remarqué, noté par un député de l'opposition. Si ce sont des questions d'ajustement par rapport à ces choses-là qui n'ont pas d'incidence financière, pas de problème. Mais les amendements qui ont été faits, en l'occurrence, avaient des incidences financières. Et le gouvernement s'est efforcé pour que ce budget soit inclusif, d'intégrer le maximum d'amendements qui ont été faits par les députés. 36 ont été pris sur les 38. Et les 2 autres, paraît-il, ont été mis en réserve pour être pris en compte dans le prochain budget. Alors, quand c'est comme ça, c'est comme si le budget était un peu votre bébé. C'est un peu votre chose, puisque vous avez contribué vraiment à le parfaire. Bon, alors, quand vous avez fait tout ce travail pour le parfaire, et que le rapport général qui donne les détails du travail qui a été fait dans les commissions est voté par l'ensemble des députés de l'opposition,
on se dit, mais on ne comprend pas. Pourquoi, en plénière, ils décident de rejeter ce budget? Est-ce qu'un vote à l'Assemblée nationale n'est pas d'abord un acte politique avant d'aller dans le fond? C'est un acte politique. Alors, s'ils posent un acte politique, pourquoi on leur en veut? Ici, c'est que, vous savez, le budget, c'est une matière sensible. Et c'est pour ça que tous les gouvernements sont très frileux quand il s'agit de budget. Et si l'opposition avait, dès le début, décidé de ne pas amender, décidé de ne pas contribuer aux travaux en commission, décidé de rejeter complètement. On dira qu'il n'aime pas le pays et qu'il ne veut pas contribuer à son développement. À la fin, c'est ça. Parce que quand j'ai écouté les explications de vote de l'honorable Rouleté, il a parlé d'insatisfaction de l'opposition par rapport au... Un certain nombre de questions. Bon. Mais si l'opposition était satisfaite de ce que faisait le gouvernement, pourquoi est-ce que l'opposition chercherait à prendre le pouvoir? L'opposition est là pour... On sait qu'elle ne peut pas être satisfaite, c'est clair. D'où la logique de l'opposition. Donc, s'ils étaient restés campés dans leur logique depuis le début, en disant, nous, ce que fait ce gouvernement, ça ne nous convient absolument pas, nous ne sommes pas concernés par ce budget, depuis le début, s'ils avaient fait, moi, j'aurais trouvé ça totalement cohérent. Mais travailler à parfaire ce budget et venir voter contre, ça pose un problème. Le problème que ça pose, ce n'est pas la position de l'aide démocrate par rapport au gouvernement, c'est une querelle interne, c'est une question de leadership à l'intérieur du groupe des démocrates. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'analyse de ce fait qu'ils ont contribué parce qu'ils savent que c'est un outil indispensable, important pour la nation et l'avancée de la République. Et donc, après avoir fait tout ce travail, étant donné qu'ils sont en désaccord politique avec Patrice Talon, le lui manifester, surtout qu'ils savent que même quand ils auront voté contre, eh bien, Patrice Talon a suffisamment de députés pour faire passer sa loi. Et même s'il n'avait pas assez de députés, la Constitution lui donne le droit de continuer tranquillement. Donc c'est une manifestation politique beaucoup plus à prendre en compte et à voir sur le plan politique que... Je dis, ils ont le droit, hein, oui. Ils ont le droit de voter contre. Mais ils auraient été cohérents si depuis le début, on les avait vus venir. D'accord? Parce qu'à l'intérieur de ce parti, on a le sentiment depuis quelques jours qu'il y a une sorte de dirigisme qui oblige les uns qui ne sont pas d'accord ou qui le sont à faire les choses comme on le leur demande. Et ça s'est remarqué dans le vote. Et vous savez pourquoi je le dis. C'est quoi, les députés, ils ne sont pas suffisamment matures pour décider par eux-mêmes? On a quand même vu... S'ils l'étaient, on ne les obligerait pas à donner des procurations. Ah oui? Les procurations étaient obligées? Ah oui, oui. On a vu des députés de la mouvance absents. C'était obligé? Nous savons comment ça fonctionne. Oui. Quand il y a un grand nombre de députés qui sont obligés de déposer des procurations, c'est qu'on n'est pas certain qu'ils suivront le mot d'ordre qui a été donné. Donc, il y a eu un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre n'a pas fait l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pourquoi est-ce que l'unanimité du côté de la mouvance pour voter le budget, peut-être que c'est une cohérence aussi, vous me direz, mais quand même, on a suivi des interventions assez laudatives au sujet de ce budget-là, comme si c'était le meilleur sur la planète en cette année 2023. Est-ce que quelque part aussi, cette unanimité ne devrait pas être aussi sujette à questions et à interrogations? Non. Pour la simple raison qu'il y a eu des travaux en commission et que les députés de la mouvance présidentielle ont aussi contribué à apporter des amendements pour que le budget soit à leur convenance. Donc, il n'y a aucune raison pour voter contre. Pourquoi cette attitude de Basile Arossi, insoumission au groupe? Parce que lui, il a voté contre, c'est le deuxième vice-président, je dois dire, du Parti Les Démocrates, député à l'Assemblée nationale, vice-président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs lui qui a conduit les travaux à l'occasion. Il a voté pour, pendant que ses compères du groupe parlementaire, les démocrates, votaient contre. Pourquoi, à votre avis, il a fait ça? Je ne peux pas dire pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que Basile Arossi a voté selon sa conscience. Et il l'a fait parce que c'est un homme de conviction qui nous avait déjà montré par le passé que ses convictions étaient fortes. Ah oui. Sauf que il y a un point sur lequel j'ai des doutes sur ces convictions-là et nous en... Oui, il y a eu des retournements de veste de dernière heure, notamment par le passé. On s'est interrogé sur cette conviction. Bon, je dis, on en viendra plus tard. Oui. Mais pour l'instant, ce que je voudrais dire, c'est que dans ses explications, il a lui-même dit que l'argent n'achète pas Arossi. Bon.
Est-ce qu'il y a eu d'achat de quelqu'un? En tout cas, personne n'a parlé d'argent. C'est lui-même, dans ses explications, qui commence à parler. Je n'achète pas. Oui, qui commence pas à parler d'argent. Et c'est surtout que cet homme-là, on le connaissait depuis longtemps. Et il est, je crois, l'un des rares Béninois qui ont été nommés ministres au gouvernement et qui ont décliné. Vous vous rappelez, en 2009, oui. Basile Arossi a été nommé ministre. Parce qu'il était dans une logique politique donnée. Parce qu'il était dans une logique politique donnée. Oui. Et c'est cette logique-là que je vous dis que je ne comprends pas du tout. Parce que celui qui l'avait nommé est celui avec qui il est partenaire. Il collabore aujourd'hui. Politique aujourd'hui. Ça tombe sous le sens. Parce qu'à l'époque, quand on lui avait demandé pourquoi il avait refusé, il disait qu'il ne voulait pas s'associer au dysfonctionnement d'un régime qui avait érigé la mauvaise gestion en système de gouvernance et avec son corollaire de déploiement des ressources de l'État à des fins personnelles. Bon. Alors, il se retrouve à l'aise avec celui qui, hier, ne pouvait pas l'avoir dans son gouvernement. Donc, moi, ça me pose un petit problème d'éthique. Sinon, en réalité, il a été constant depuis toujours que M. Basile Arossi est un homme de conviction et de foi, et que quand il croit en quelque chose, ce n'est pas le genre à qui on dit ce qu'il faut faire. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que Basile Arossi ne fait pas partie. C'est pourquoi il a été longtemps dans l'opposition. Longtemps, hein, c'est pas... pendant que Bouni Yahi était au pouvoir, il était dans l'opposition. Oui, il a fait les 10 ans dans l'opposition. Il a fait 10 ans dans l'opposition. Et maintenant, avec le poids de la rupture, il est encore dans l'opposition. Donc, c'est un homme de conviction. Est-ce que ce n'est pas de mauvais calcul politique, ça? Parce qu'on l'a vu, hein, l'opposition pendant longtemps. Et puis, Vlan, à la dernière minute, il va rejoindre un certain Lionel Zinsou, candidat de la mouvance, soutenu par les 4 principaux partis de politique de la mouvance dans le temps. Je peux peut-être avancer la thèse selon laquelle M. Arossi a toujours loupé ses positionnements. Il a peut-être loupé le coche par moment et ne s'est pas retrouvé au bon endroit au bon moment. Mais n'empêche, la loi a été adoptée, validée. Il ne reste que désormais qu'à l'exécuter. On verra bien ce que ça donnera, en tout cas, je dois dire, sur la vie sociale et économique des Béninois. Alors, parlons de politique davantage maintenant et surtout avec en ligne de mire 2026. On a remarqué que, comme avant 2016, les mouvements et associations de jeunes ont commencé par circuler sur la place publique pour appeler telle personne ou telle autre à être candidat. Pendant ce temps, les partis politiques hésitent, se taisent et même donnent des consignes fermes de silence. C'est la loi de l'omerta actuellement, hein, surtout du côté de la mouvance. Oui, et c'est, on va dire, un peu la conséquence de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Aujourd'hui, il est très hasardeux d'affirmer sa position. Aujourd'hui. Je vais dire par là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la mouvance présidentielle et qui regardent le soleil se lever tous les matins en se disant qu'ils auront peut-être par une boule de cristal le message qui leur indiquera clairement la direction à suivre demain. Il n'y a aucune conviction, en réalité, qui unisse les gens qui sont aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition. Depuis toujours, les regroupements politiques dans notre pays ont été dictés par l'intérêt personnel et la position personnelle. Il n'y a jamais rien eu d'autre. C'est ça qui peut expliquer que quand on regarde au sein de la mouvance présidentielle, on voit un regroupement de gens qui sont dans l'attentisme. Leur soutien est plus verbal que réel. C'est-à-dire que chacun est dans une posture équilibriste pour que si jamais le vent devait tourner, il ne soit pas persona non grata du côté où le vent voilà. Et c'est un peu ça. Vous voyez, normalement, à 2 ans de l'élection présidentielle, nous connaissons une certaine effervescence. Les grandes manœuvres commencent. Et je n'en veux pour preuve que le budget de l'État. Vous savez qu'en 1994, 2 ans avant l'élection présidentielle, les forces au gloire a été obligé de prendre le budget par ordonnance. Oui. Parce que déjà, c'était très fort. Ces soutiens francs n'étaient plus tout à fait francs. Et les gens l'orientaient déjà du côté de ceux qui voulaient renverser
le président Nicéphore Soglo. La même chose s'est produite avec le président Boni Yahi. Mathieu Kérékou, c'est une autre classe, c'est une autre école qui connaît les gens. Et vous vous rappelez, quand il recevait les jeunes, 2 ans avant la fin de son mandat, à la fin de son mandat, il disait, ils sont à l'Assemblée nationale, ils disent qu'ils me soutiennent, mais je sais très bien que c'est faux. Si j'étais un mouton, j'allais amener la Constitution pour leur dire, parce que j'ai une majorité numérique écrasante, ils vont voter. Non, je ne suis pas un mouton, je sais qu'ils ne feront pas ça. Il les connaît. Donc, il n'a même pas cherché, lui, non. Boni Yahi, en 2014, c'est-à-dire 2 ans avant la fin de son mandat, a dû prendre le budget, a dû prendre une ordonnance pour faire exécuter le budget. Parce que déjà, à ce moment-là, la plupart des gens qui l'entouraient n'étaient plus avec lui. Il a d'ailleurs loupé le perchoir de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et le candidat qu'il a positionné en 2016 n'a pas pu être élu parce que dans les grandes manœuvres, les partis se sont vidés complètement de leur contenu. Et lui, il a acheté les enveloppes vides. Donc, à chaque fois qu'il y a, quand nous approchons des élections, chacun se positionne en dehors de ce que pense et veut le parti. Mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que si vous partez tout de suite, vous ne savez pas où vous devez aller. Les candidatures ne peuvent pas, pour l'instant, germer. C'est de la couardise ou c'est de la stratégie politique? Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la couardise. C'est de la couardise, pour 2 raisons. La première, c'est que ceux qui peuvent prétendre parler à voix haute et forte aujourd'hui sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous attirez l'attention sur vous. Et quand vous attirez l'attention sur vous, c'est normal pour quelqu'un qui a le pouvoir de se demander, mais en fait, est-ce qu'il est en règle, lui, là, même pour parler? Lui qui parle, est-ce qu'il est en règle? Là, ça devient de l'instrumentalisation politique. Ça ne peut... ce n'est pas une... c'est pas l'apanage. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les partis politiques à se prononcer Non, il n'y a aucune loi qui les oblige à se prononcer. Mais alors, ils sont dans leur plein droit, ils attendent. Ils attendent. Pour l'instant, personne ne peut dire qu'ils sont dans une mauvaise posture. Mais ce qu'il y a, c'est que l'animation de la vie politique en prend un coup. Nous ne sommes plus du tout dans un pays où l'animation nous apporte comment on dit, cette chaleur démocratique, cette fièvre démocratique. Vous parlez de ce brouhaha avec ce tintamarre, pardon, auquel on assiste pendant 3, 4, 5 ans d'affilée, alors même qu'il faut se concentrer sur le travail, mobiliser la ressource, se concentrer sur les actions de développement. Vous parlez de ce tintamarre-là? Ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qui fait ça? Se concentrer, mobiliser les ressources, travailler. C'est toute la nation, c'est l'État qui se mobilise. Ce n'est pas les partis politiques. Oui. Donc les partis politiques n'ont rien à faire. Que font les partis politiques? Les partis politiques ne font rien du tout. Oui, mais le bruit peut distraire celui qui mobilise les ressources, non? Mais le bruit peut aussi l'aider. Le bruit peut le distraire, mais le bruit peut aussi l'aider. Donc il se trouve qu'en réalité, il y a une sorte de paralysie, et il y a une sorte de crainte ambiante qui n'est peut-être pas tout à fait à notre honneur après toutes ces années pendant lesquelles nous avons connu une démocratie très Est-ce que quelque part aussi, c'est vrai qu'on est en train de regarder du côté de la cour des partis politiques, la cour des médias aussi, ce n'est pas aussi tant propre que ça, hein? Eux aussi doivent susciter le débat. C'est une grosse déception. C'est une grosse déception parce que les médias, jusqu'à aujourd'hui, ne nous avaient pas habitués à se taire à ce point. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Peut-être qu'il y a un contexte qui ne favorise pas le débat et que tout le monde se tait, médias et partis politiques. C'est beaucoup mieux, non? Est-ce que Canal 3 a jamais refusé de recevoir quelqu'un qui veut parler? Je vous ai entendu, vous, par exemple, lancer un appel pour que les hommes politiques de l'opposition viennent, même ceux de la mouvance, qu'ils viennent enfin parler. Je vous ai entendu le dire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne veut s'exprimer pour s'exposer. Parce que quand vous vous exposez,
il faudrait que vous puissiez être sûr de ce que vous dites et de la direction que vous voulez suivre. On ne sait pas encore où va le vent. Aujourd'hui, au sein de la mouvance, personne, mais absolument personne ne peut dire qui sera véritablement candidat potentiel avec des chances réelles d'être élu. On connaît les grandes figures qui peuvent se positionner du côté de l'UPR, des noms circulés. L'actuel président est bien positionné pour être candidat et surtout qu'il a avorté une ambition par le passé. Du côté du BR aussi, on réfléchit, l'opposition aussi réfléchit. On a quand même des noms qui circulent. Et vous voulez dire que ces gens-là savent qu'ils seront candidats, mais ne font rien jusqu'à présent pour que l'opinion sache qu'ils seront candidats et qu'ils ne font rien pour que le pays puisse commencer par les découvrir et à savoir ce qu'ils proposent. Ce n'est pas à la veille d'une élection qu'on se met à faire des tournées. C'est 2 années avant que les Béninois doivent déjà savoir qui vient. Et il faut que nous ayons le choix quand même. Et pour que nous ayons le choix, il faut que les candidats se vendent. Pour que les candidats se vendent, il faut qu'ils s'expriment. Est-ce que de ce point de vue, la réforme du système partisan n'est pas une déception? En réalité, c'est tout ce qui, enfin, l'un des éléments qui a inspiré cette réforme du système partisan, c'est d'en arriver à ce que le président élu soit l'émanation de la classe politique. Aujourd'hui, les choses sont encore ouvertes et on a l'impression que n'importe qui peut venir à tout moment. Non, personne ne viendra de nulle part. En dehors du cercle politique, c'est bien politique. C'est bien possible. Oui. Bon, de toute façon, la loi ne fait pas obligation aux candidats d'appartenir au parti. On a laissé cette porte ouverte pour que je parle d'une déception. Qui se faisait puisse toujours continuer d'une certaine façon. Oui. Bon, mais en fait, ce qu'il faut observer, c'est que, comme le disait un homme politique que j'aime bien écouter, partout ailleurs, c'est la classe politique qui a secrété les partis politiques. Alors que chez nous, nous avons décrété des partis politiques. Alors, ce processus de décret prend beaucoup plus de temps à se concrétiser parce que les personnes qui sont ensemble ne pensent pas pareil, ne voient pas pareil, n'ont pas la même vision, n'ont pas le même programme en esprit, ne s'accordent pas sur les mêmes méthodes. Nulle part ailleurs, sous un ciel, sur la planète, nulle part, on a vu quand même une chapelle politique où tout le monde est ensemble et prie Amen, comme dans une église. Non, non. Ils ont un programme, ils ont une vision, ils ont une idéologie. Et ils regardent au moins dans la même direction. Ici, il n'y a que des questions d'intérêt personnel et de positionnement personnel qui réunissent les gens. Il n'y a rien d'autre. Donc, l'implosion est inévitable si la force qui maintient ces groupes dans une certaine cohérence et dans une certaine logique aujourd'hui, si cette force venait à se relâcher, il n'y a aucune raison que ces groupes n'implosent du jour au lendemain. C'est quoi? Vous pariez sur la mort de ces deux partis ou de ces différents partis? Parce qu'il n'y a pas que les partis de la mouvance. Non, je ne parie pas sur l'implosion. Je dis si la force se relâchait, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas implosion. Bon, maintenant, il faut déterminer quelle est la force et il faut déterminer à quel moment elle va lâcher. Alors, on est d'une manière ou d'une autre, en tout cas en train d'évoquer 2026, et l'un des problèmes auxquels les partis politiques seront confrontés, c'est la désignation notamment de leurs représentants. Certains parlent de compétition à l'interne, d'autres pensent qu'il faut aller chercher à l'externe. L'esprit de la loi ou de la réforme, en principe, devrait imposer à chaque parti de trouver à l'interne. C'est ce qui devrait être logique. Et si nous assistons au scénario contraire, la réforme du système partisan aura été un échec. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, là où on est avec la taille, la forme et le fonctionnement des différents partis politiques, ils sont en mesure chacun de pouvoir faire la démarche à l'interne? Il y a des hommes, assurément, dans les 2 partis ou les 3 partis qui sont susceptibles de fournir à la nation des candidats. On ne va pas les citer pour ne pas frustrer les autres et ne pas chercher des querelles. Oui. Non, il y en a au moins 3 qui peuvent nous fournir des candidats à la hauteur de nos ambitions. Mais encore faudrait-il que ces candidats-là aient les moyens de leur ambition, à part le fait d'être
peut-être bien positionné dans le parti, il faut avoir les moyens. C'est quoi les moyens? Les moyens de ces ambitions, c'est avoir la possibilité de travailler tout de suite, sans attendre qu'un parrain au perché vous en donne l'autorisation d'abord. Mais ça c'est le parti qui travaille à cela, pas lui-même, puisque il a désormais, quand il est désigné, l'appareil du parti qui est à sa disposition en principe. Et si vous demandez à tous les membres du parti un à un, qui sera leur prochain candidat pour la présidentielle de 2026, est-ce qu'ils pourront vous dire qui c'est? Bon, on n'a pas encore fait ce sondage. Allez, du coup, on peut se dire, les jeunes, ils ont raison hein, d'aller sur la place publique et de commencer leur messe. Oui, parce que la nature a horreur du vide. Et que les jeunes, bon, eux, ils n'ont pas de contraintes. Ils n'ont pas de contraintes. Ils ont aujourd'hui la possibilité d'engranger même un peu de sous par-ci, par-là pour susciter des candidatures, des personnes qui veulent bien qu'on suscite leur candidature. Jusqu'à hauteur de 2016, ils ont influencé par cette méthode-là, ils ont influencé, et alors là, énormément et profondément, le débat politique, l'orientation du débat politique à cette occasion donc de la présidentielle chez nous au Bénin. Vous pensez que c'est toujours la même chose là? Ça ne devrait pas. Parce que c'est pour mettre un terme à cela qu'il y a eu la réforme du système partisan qui installe les partis politiques comme les seules organisations qui animent la vie politique. D'accord? Bon, maintenant, si les partis démissionnent, c'est normal que les organisations de jeunes, des mouvements de jeunes reviennent à la charge. C'est normal. Ça, c'est un échec imputable aux partis politiques qui ne jouent pas leur, qui n'occupent pas le terrain. Et c'est de ça que je vous parle. Que nous ayons des partis que l'État finance, des partis qui bénéficient de l'argent du contribuable béninois. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne? C'est pour animer la vie publique et ils n'animent pas. Alors, peut-être qu'ils ont d'autres actions prioritaires, je ne sais pas moi, formation de leurs militants ou bien construction de leur siège. Vous avez le sentiment, vous, quand vous regardez l'actualité tous les jours, là, vous avez le sentiment qu'il y a des partis véritablement qui bougent, qui forment les militants, qui vont au contact des populations tout le temps. Ils ont fait une tournée récemment, et puis bon, c'est reparti pour l'année prochaine. Je crois qu'actuellement, la campagne est à expliquer la position de l'opposition et ils sont en tournée dans ce sens. L'opposition n'a pas encore tous les avantages que les partis de la mouvance présidentielle ont. Et l'opposition a plus à travailler que les partis de la mouvance qui dorment sur leur laurier parce que bon, aujourd'hui, ils sont au beurre et ce sont les autres qui ont l'obligation de travailler s'ils veulent renverser la tendance. Et c'est pour ça que nous voyons plus les gens de l'opposition travailler que ceux de la mouvance présidentielle. Je vais poser ma question autrement. Est-ce que ces jeunes, par ces méthodes-là, vont encore influencer le débat, à votre avis? Je ne pense pas. En réalité, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le poids des partis va se ressentir au moment où le véritable choix se fera à l'interne. Ce sera soit, on va dire, l'union sacrée autour du candidat qui sera désigné, ou alors c'est ce signal-là qui va donner, c'est cet acte-là qui va donner le signal de l'implosion. Chacun ira se chercher s'il n'est pas en accord avec le choix qui a été fait. Et dans ce cas, les jeunes auront pris une longueur considérable d'avance sur les partis politiques. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais à la fin, je pense que ce sera les partis qui vont se recomposer peut-être. Parce que là, vous savez, dans quelques mois, nous allons assister à un balai de personnes qui vont et viennent dans les partis. Hein. Ah oui? Oui, ça, vous voyez, c'est l'une des choses sur lesquelles, personnellement, je rêvais de voir la réforme du système partisan mettre un peu un terme. Les allées et venues. C'est-à-dire que des conseillers qui démissionnent en bloc. C'est l'essence de la démocratie, non? La liberté d'aller et de venir, la liberté d'opinion. Comme ça, nous ne réussirons jamais à faire ce qui est prévu dans l'esprit du système, de la réforme du système partisan, c'est que nous ayons des partis stables. Mais si les partis se vident et s'échangent de militants à chaque fois que les échéances électorales approchent, nous n'aurons rien réussi du tout.
Oui, mais comment faire le militant? Parce que les militants, ils ne sont militants que pour la circonstance et ça ne les engage pas pour la prochaine élection, ni même pour demain. Ils sont militants aujourd'hui. Comment un acteur, un membre d'un parti politique, qui a peut-être travaillé à faire venir à la tête du parti politique quelqu'un qui a été élu et qui découvre en lui désormais une certaine trahison, qui ne respecte peut-être pas sa parole. On a vu dans ce pays des décisions unilatérales à la tête des partis politiques. Comment vit l'acteur politique quand il voit des choses comme ça et qu'il ne peut pas partir? Heureusement, il faut être honnête, au sein des partis de la mouvance présidentielle, cette décision unilatérales sont de moins en moins observées. Il y a une direction du parti, il y a des organes centraux qui travaillent du sommet jusqu'à la base. Donc, il y a peu de chances qu'on ait ce genre de déception. Mais par contre, ce qu'on observe, et sur lequel je mets l'accent, c'est que parfois, il y a des alliances mais totalement contre nature. C'est-à-dire des gens qui se mettent ensemble pour une logique que vous cherchez en vain. La logique, elle est politique. Gagner le pouvoir. Non. C'est quoi? Ils ne se mettent pas ensemble pour perdre le pouvoir, hein? Je vous explique. Oui. Lorsque Éric Ndoye, pour prendre cet exemple-là, le plus grand pourfendeur du régime du président Boni Yayi, parce qu'il considérait ce régime-là comme une calamité. L'une des pires choses qui nous soit arrivée. Lorsque Léon Basile Arrossi, l'honorable, qui a refusé d'entrer dans le gouvernement du changement parce qu'il considère que ces gens-là ne sont pas sérieux et volent l'argent du pays. Quand vous retrouvez ces personnes-là, ensemble avec celui pour lequel ils étaient prêts à tout sacrifier hier, mais vous vous dites, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Peut-être que c'est le mode de fonctionnement du gouvernement, le mode d'action, d'opération du gouvernement qui ne les plaisait pas et que ce n'est pas la personne, personne de Boni Yayi qui les dérange. Ce n'est pas la personne. C'est clair que ce n'est pas la personne. Mais alors, ils sont avec les démocrates. Les démocrates, c'est l'équipe qui avait dirigé hier. Même si une bonne partie est avec le président Patrice Talon. Mais ils dirigent rien aujourd'hui, ils ne dirigent pas le pays. Même si une partie est avec le président Patrice Talon, ce sont les dirigeants d'hier qui sont les démocrates. Quelle est l'ambition d'Éric Ndoye et de Basile Arrossi? Est-ce que c'est de nous ramener dans le Bénin d'hier où cette équipe-là était totalement disqualifiée? On a aussi d'autres exemples. Hein? On a vu... Non, je peux pas prendre tous les exemples. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer. Le rugby national, quand même, dire dans ce pays qu'il faut éviter à tout prix de confier le pays à un homme d'affaires. Aujourd'hui, je crois que vous connaissez sa position et vous connaissez un peu là où se situe son parti politique. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui sont... C'est pour vous dire qu'en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui unit les hommes ou qui les désunit dans la classe politique, c'est intérêt personnel, positionnement personnel, terminé. Il n'y a rien d'autre. C'est quand même dommage. Allez, on va passer à notre dernier sujet. Aujourd'hui, on va parler de la CEDEAO et du cas Niger. La CEDEAO, ou la conférence des chefs d'État de l'espace économique sous-régional, se sont réunis, c'était dimanche dernier, pour encore discuter une fois de la situation là-bas à Niamey avec des militaires qui dirigent désormais. Ce qui nous a surpris dimanche, alors qu'on connaissait déjà un peu l'ordre du jour des discussions, ce qui nous a surpris, c'est que le Béninois Patrice Talon, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara n'étaient pas à Abuja à l'occasion, alors qu'on savait un peu quelle est la ligne directrice par rapport justement au cas Niger. Ça vous a fait quelque chose? Non, non, pas du tout. Parce que, en réalité, il n'avait pas de grandes décisions à prendre. S'il y avait à étudier la possibilité de lever les sanctions, je pense qu'il serait allé. Mais les conditions n'étaient même pas remplies pour qu'on envisage de lever les sanctions. C'est pourquoi ils sont ennuyés? C'est pourquoi ils ne sont pas partis alors? Non, pas tout à fait comme ça. Ils ont envoyé des délégations. Les rencontres au sommet... Pourquoi par le passé, ils n'avaient pas envoyé des délégations? C'est aujourd'hui maintenant qu'ils se décident à envoyer des délégations. Non, il y aura d'autres sommets qui ne manqueront pas, pour lesquels ils ne manqueront pas d'être présents. C'est clair et c'est net. Vous verrez que lorsque la situation va évoluer de façon à ce qu'il soit nécessaire d'étudier très sérieusement la possibilité de lever les sanctions ou d'ouvrir les frontières, vous verrez, ils seront présents. Bon, moi, je me réjouis, il faut le dire,
du fait qu'il y a eu quand même une petite avancée. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître que le gouvernement de fait, le pouvoir de fait qui est établi au Niger, est celui avec lequel il faut discuter. Très bien. On va en venir, mais je veux continuer à regarder la forme. Hein. La photo était, par exemple, la photo de fait était, par exemple, assez bizarre, puisque le nom n'était pas vraiment atteint, puisque les chefs d'État étaient les seuls à appeler à poser. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas comme une sorte de désolidarisation ou de ramollissement des positions à l'intérieur? Non, au contraire, je dirais que les positions se concilient, puisqu'il y avait ceux qui n'étaient pas pour l'option d'y aller par la force, et il y avait ceux qui voulaient aller par la force. Mais là, maintenant, manifestement, ceux qui voulaient y aller par la force ont commencé par réviser un peu leur position et à rallier la position des premiers. L'aile dure, en tout cas, contre Niamey était absent. Ça, c'est une remarque qu'il faut faire. Mais il faut dire que l'aile dure dont on parle n'était pas dure parce qu'il y avait un problème de personne. L'aile dure était dure parce qu'il fallait affirmer des principes et que ces principes-là, si on ne les affirmait pas, quelque part, ça desservait notre communauté qui était en train de se désintégrer par le fait de ces coups d'État perlés. Donc, l'aile dure n'était pas dans l'excès. L'aile dure était dans une position normale d'affirmation des principes. Ce qui est quand même curieux, c'est l'absence de Patrice Talon. Lui qui était quand même quelques jours plus tôt du côté d'Abuja, où il a quand même négocié quelques avancées dans les rapports entre le Bénin et le Nigeria. 2 ou 3 jours après, il n'est pas au rendez-vous. C'est quand même curieux, non? Non, c'est pas curieux. Et ça s'explique. Tout ce qu'il avait à dire, il l'avait déjà dit à son homologue voilà, Tinubu, et c'était entendu sur Vous étiez dans le secret des dieux. C'est clair, il ne pouvait pas ne pas en parler, donc c'est clair ils avaient déjà abordé le sujet et que son point de vue était clairement exprimé, donc le ministre des Affaires étrangères pouvait prendre la suite. Alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, hein? Énième sommet entre les chefs d'État pour réclamer non plus la réinstallation de Bazoum, mais cette fois-ci sa libération. On se réveille, c'est ça? Non, on ne se réveille pas. On constate la réalité des choses. Ah oui, on se réveille. Non, en fait, on était en éveil. On voulait quelque chose, mais on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on souhaitait avoir n'est plus possible. Bon, aujourd'hui, il suffit de faire libérer Bazoum et de discuter de la question de transition. Et puis, ça va être fait. Et à l'occasion, une délégation de chefs d'État pour aller discuter avec les putschistes. Quel avis sur le profil? Je rappelle que 2 ont été désignés, notamment le Sierra-Léonais Madabio et puis le Togolais Faure Gnassingbé. Le meilleur profil, à votre avis? On ne pouvait pas trouver meilleur profil puisque les Nigériens eux-mêmes avaient choisi le Togolais comme leur médiateur. Et qu'ils attendaient surtout que ce soit lui qui discute, qui soit leur porte-parole et leur porte-voix au niveau de la CEDEAO. Et je pense que Faure Gnassingbé a dû accomplir correctement sa mission pour que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui, qui consiste à désigner officiellement. N'oubliez pas qu'une délégation de la CEDEAO était allée au début au Niger, qui n'a pas été reçue. Ah oui, ça c'est clair. Bon, si aujourd'hui on désigne une délégation pour qu'on aille engager des pourparlers et que même la date approximative est déjà fixée, c'est qu'il y a des avancées. Et si c'est Faure Gnassingbé qui est devant, c'est sûr que ces interlocuteurs savent déjà ce qu'il vient dire. Mais on a vu des médias sur le continent avancer que des aînés, notamment à Faure Gnassingbé, n'étaient pas contents de son attitude par rapport justement au cas Niger. Je veux parler d'Alassane Ouattara qui ne comprenait pas que pendant qu'ils étaient l'aile dure, que lui soit en train d'offrir des facilités et des propositions justement à Niamey. Il y a une raison pour laquelle chaque État a une position précise. Lorsque Patrice Talon était allé en France rencontrer le MEDEF, il disait, pour justifier la position du Bénin, que le Bénin n'a pas à copier la position des autres. Chaque État a une raison particulière, à un moment particulier, d'avoir une position en fonction de ses intérêts. Parce que vous ne pouvez pas, comment on dit, jeter vos intérêts par-dessus bord en pensant que le seul fait d'affirmer des principes fait de vous une grande république. Non, vous avez des hommes à gérer, vous avez des intérêts à gérer, vous avez une nation
à gérer, il faut tenir compte de ça. Donc, la position de Faure Gnassingbé, personnellement, moi, ça ne m'a pas gêné. Ah oui? Ça ne m'a pas gêné du tout. Parce qu'il n'a pas applaudi le coup d'État. Et il n'est pas un pays frontalier pour que l'on constate qu'il n'a pas fermé les frontières. Donc, sa position n'est pas une position gênante en tant que telle, puisqu'il n'a jamais dit sur la place publique qu'il était content de ce qui s'est passé au Niger et qu'il s'associait entièrement à l'initiative. Il ne peut pas lire de cette façon. Il ne l'a pas dit. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de procès d'intention. Et nous avons fermé, nous autres, les frontières. Oui, on veut comprendre pourquoi, dans quelle logique d'intérêt le Bénin ferme ses frontières à lui dans cette situation? Lui, il n'a pas de frontières à fermer par rapport au Niger. Donc, son port est ouvert pour les marchandises qui arrivent. Il n'y a aucune raison de fermer son port à des marchandises qui transitent pour aller passer par le Burkina Faso et aller au Niger. Donc, c'est normal que le Togo ait continué de recevoir... ça aurait été un peu excessif quand même que l'on observe une fermeture du port de Lomé à des marchandises qui sont déclarées comme allant au Burkina Faso. Ma question tout à l'heure, pourquoi est-ce que, au nom de quel intérêt singulier le Bénin ferme-t-il ses frontières à lui? Non, le Bénin a affirmé, comme je vous l'ai dit, des principes. C'est tout. Nous sommes un pays de démocratie, nous sommes un pays sérieux et nous avons, à un moment donné, l'obligation de respecter un certain nombre de choses. Le problème, je vous l'ai dit, avec le Bénin, c'est que nous n'avons qu'une frontière et que cette frontière est fluviale. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que le Bénin a une position acharnée. Sinon, si nous avions des frontières terrestres, les gens seraient en train de passer, d'aller, venir, comme si la frontière n'avait jamais été fermée. C'est clair. J'ai deux questions, le temps il est parti. La première question, le profil de Mada Bio de la Sierra Leone, ça apporte quoi? Bon, je crois qu'on a regardé un peu dans l'aire géographique de la région, et puis on a choisi un peu, parce qu'il faut que les gens de toutes les régions soient concernés par ce qui se passe. Parce que j'ai regardé un peu la carte de l'Afrique et la carte de la sous-région, j'ai vraiment pas vu le rapport, surtout que la Sierra Leone ne parle qu'anglais. Oui, mais quand on dit CEDEAO et que ça concerne tout le monde, il ne faut pas à un moment donné se comporter comme si c'était 4 ou 5 pays seulement. Oui, mais ça n'a pas empêché justement le président d'exercice de la CEDEAO d'insister pour que Patrice Talon et lui-même quand même puissent continuer à appuyer cette délégation de chefs d'État désignés. Patrice Talon n'ira certainement pas au Niger. Ça c'est clair. Mais je considère que s'il accepte le principe d'envoyer le ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il appuie très fortement l'initiative de parler avec les Nigériens. Et vous pensez que ça pourrait vraiment amener à la libération de Bazoum là? C'est presque certain. Ah oui? C'est presque certain. Mais c'est comme une garantie pour les militaires là-bas. La garantie, c'est quoi? C'est que les militaires, eux, veulent s'assurer que, bon... Ils ne seront pas dérangés après. Il y a plus de péril dans la demeure. Oui. Mais à partir de ce moment-là, ils vont libérer Bazoum. Il n'y a rien à faire. Merci beaucoup à vous, cher analyste politique. Je rappelle que vous êtes mon invité sur cette émission, un invité permanent. Je veux parler donc de cette émission à ces nouvelles sur Canal 3 Bénin. M. Anissi Kalonsoke, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On aura évoqué 3 sujets. On a parlé un peu, dois-je dire, de vote de budget général de l'État exercice 2024 avec toutes les positions irrelatives. On a parlé un peu, je dois dire, du silence des partis politiques par rapport à l'échéance de 2026. Vous le savez très bien. Cette année-là, nous aurons à affronter plusieurs échéances électorales, dont la présidentielle. Les partis politiques ne se décident pas à se prononcer. On en a discuté, on a fini par le sujet concernant la CEDEAO, les chefs d'État de cette région économique de l'Afrique, s'étaient retrouvés dimanche pour discuter encore une fois de la situation au Niger. Désormais, on a une délégation de chefs d'État mandatée officiellement pour aller discuter avec les hommes en armes et au pouvoir à Niamey. Il s'agit du Togolais Faure Gnassingbé et du Sierra-Léonais Mada Bio. On en a discuté encore sur ce plateau. Merci d'avoir été des nôtres. Vous vous portez très bien. N'oubliez surtout pas de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.